Merci Dominique. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc effectivement, on va essayer de vous montrer comment on peut aller un petit peu plus loin aujourd'hui dans les indications de la prise en charge de la presbytie. Alors, est-ce que chaque patient va être éligible à une prise en charge de la presbytie? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de répondre de ce soir. Effectivement, on peut avoir des pathologies rétiniennes. Il y a des patients qui sont diabétiques et qui ont toutes les pathologies existantes. Les pathologies de surface, on sait qu'après les problèmes de troubles de calcul d'implant, ce sont les problèmes de surface qui sont les principaux critères d'insatisfaction des patients avec chirurgie d'implants multifocaux ou EDOF. Et puis les pathologies du nerf optique, jusqu'où pouvons-nous aller pour proposer à nos patients une chirurgie qui reste safe, mais qui va leur apporter plus que des implants monofocaux. Donc là, je vais laisser la parole à Diane qui va nous parler du cas du glaucome. Attends, t'es parti à l'envers. Donc, la Société française du glaucome, en association avec la Saphir, a publié des recommandations pour essayer d'ouvrir un petit peu le champ aux implants premium en cas de neuropathie glaucomateuse. Donc, on voit tout de suite dans la case de droite que tout ce qui va être implant multifocal, hormis en cas d'hypertonie isolée, n'est pas recommandé. Après, pour ce qui va être des EDOF, on voit qu'ils ouvrent le champ, donc toujours aux hypertonies oculaires, mais aussi au glaucome débutant ou au glaucome stable. Et ils ne ferment pas complètement la porte au glaucome modéré du moment qu'ils sont stables. Pour ce qui va être des implants toriques, dans toutes les indications de neuropathie glaucomateuse, en gros, on peut mettre des implants toriques, mais attention en cas de problème de surface ou en cas de chirurgie avec bulles de filtration qui vont créer des astigmatismes irréguliers qui risquent de rendre les résultats mauvais. À toi la rétine. Voilà, merci Diane. Donc je vais mettre ma casquette de rétinologue. Alors là, je vais vous... C'est ton travail sur le glaucome, ça. Non, c'est toi. Bon, alors pour compléter le travail du glaucome qui a été présenté par Diane, il y a eu une réunion aussi de groupe de travail d'Alcon qui a émis non pas des recommandations, mais plutôt des conseils et des fiches pratiques, comme vous pouvez le voir. Et ces fiches pratiques vont être bien sûr distribuées par le laboratoire. Et effectivement, cela reprend, et Dieu merci, le consensus qui avait été fait lors du travail réalisé par la Société française du glaucome et la Saphir. Donc toujours la prudence lorsqu'on rentre dans une pathologie réelle et avérée, et lorsqu'on a des éléments qui sont bien contrôlés, effectivement, on peut proposer ces implants EDOF comme tu l'as souligné. Donc il y a le problème du nerf optique, mais il y a aussi les pathologies rétiniennes. Alors là, c'est le travail qui a été fait par le groupe de travail des rendez-vous Alcon de la presbytie. Donc il n'y a pas un consensus encore fait avec les sociétés de rétine, mais on a des résultats qui sont très encourageants. Donc on a envie quand même de proposer à certains de nos patients, même si ce n'est pas un droit à 100%, une prise en charge de leurs problèmes de vision de près. Alors la pathologie la plus fréquente, et souvent ça se passe en pratique courante, que fait-on devant une membrane épirétinienne? Peut-on proposer un implant EDOF? Eh bien, il s'apparaît dans nos études, dans notre board, que si l'acuité visuelle de près est à Paris 2 et si il n'y a pas d'atteinte visible d'œdème maculaire, d'au moins sur l'ECT, alors effectivement, l'EDOF peut être proposé. Alors, dans chacun des cas, il va falloir quand même expliquer aux patients que toute pathologie, toute chirurgie de cataracte peut décompenser un œdème maculaire. Et là, effectivement, s'il y a une petite membrane, même à Paris 2, il y a toujours un petit risque qui est supérieur à quelqu'un qui n'aurait pas de pathologie rétinienne. Donc, petite membrane, Paris 2 et peu d'évolutivité, oui, mais attention, et il est important de le préciser aux patients. Dans le cas d'une atteinte maculaire, si on a quelques druses, si on a une MLA chez un sujet jeune, et si la vision de près est bien conservée, s'il n'y a pas d'antécédents familiaux trop importants, et s'il n'y a pas d'évolutivité au niveau de la perte de contraste, de la baisse de vision trop importante, et bien là aussi, on peut éventuellement, avec prudence, proposer un implant EDOF, tout en expliquant aux patients qu'il faudra quand même qu'il soit suivi.
Dans les cas de DMLA avérés, alors là on rentre dans la pathologie, il faut que le bon sens prédomine. On a une pathologie cornéenne, il y a d'autres types d'implants qui peuvent être aujourd'hui proposés dans la chirurgie lorsqu'on a une DMLA avancée. Si vous avez une DMLA atrophique et si vous avez une DMLA avec des IVT suivis, là l'indication de l'EDOF bien sûr n'existe pas. Il y a d'autres problèmes qui sont prédominants et qui font que l'on va passer outre et rester sur le monofocal. Après il y a tous les cas annexes de pathologie de la myopie, le myope très fort, enfin une OCT systématique, ces patients-là ont toujours une vision qui peut être un peu particulière, même avec un monofocal. Proposer un multifocal, pourquoi pas, mais attention, les résultats ne sont pas toujours prédictibles et attention, et on le fait uniquement si la critérie de près reste supérieure à P2. Dans le myope, le myope standard, effectivement, l'EDOF est possible. En plus, c'est des patients qui ont une pseudoplasticité cérébrale, donc ils vont être relativement avantageux avec ce type d'implant. Ils vont bien le tolérer en vision de loin et ça va leur apporter une vision de près, enfin, ou tout au moins une vision intermédiaire très intéressante. Pour les patients qui ont présenté des décollements de rétine, et bien là, on va s'intéresser à la macula. Si la macula est parfaite et si l'OCT maculaire est bon, alors on peut leur proposer bien évidemment un implant EDOF. Et puis il y a le cas du patient diabétique. L'EDOF reste possible, mais il faut faire bien sûr un OCT, pas une topographie, mais une tomographie qui est obligatoire. On ne peut pas aujourd'hui proposer chez les patients qui ont des pathologies rétiniennes un implant premium si on n'a pas vérifié si de manière infraclinique la rétine n'est pas relativement bonne, au moins sur le plan anatomique, et là l'OCT est absolument indispensable. Voilà, donc tout ça, ce ne sont pas des recommandations, mais ce sont quand même les fruits de réflexion du groupe de travail. Il y avait des rétinologues parmi nous, et c'est quelque chose qui vous sera proposé aussi sous forme de fiches de pratique par les laboratoires Alcon. Voilà. Et là, je vais repasser la parole à Diane pour la pathologie cornéenne. Donc, pour tout ce qui est pathologie cornéenne, alors là, ça a été vraiment survolé. C'est quelques conseils plutôt logiques. Les problèmes de surface vont être retrouvés, que ce soit dans le glaucome ou chez de nombreux patients. Du moment qu'on arrive à traiter ce syndrome sec et avoir des mesures fiables, dans ce cas-là, on va pouvoir se permettre éventuellement des EDOF. Mais il va falloir absolument avoir des examens reproductibles et quand même une sécheresse assez stable dans le temps. L'idée de ce travail, c'était de voir est-ce qu'on risque d'être délétère avec cet implant EDOF dans des mauvaises indications. Ça fonctionnera peut-être moins bien, mais ne pas être délétère. Pour tout ce qui est les dystrophies cornéennes, globalement, unanimement, on ne conseillait pas de mettre des EDOF après avoir au cas par cas. En post-chirurgie réfractive, je pense qu'il faut qu'il y ait une plus longue réflexion, mais a priori, pourquoi pas si les traitements sont centrés. Pareil, ça va être une réflexion au cas par cas après une bonne analyse de la cornée et du traitement qui a été effectué. Enfin, en cas d'astigmatisme irrégulier, si on arrive à régulariser les astigmatismes, pourquoi pas, mais après, tout astigmatisme irrégulier risque de donner de mauvais résultats, donc pas obligatoirement de bonnes indications. Donc ça, c'est un cas clinique qui illustre pas mal donc, ces nouvelles ouvertures en cas de comorbidité. Et puis, le chapitre suivant qui sera le mix and match. Donc c'est un patient qui avait un glaucome débutant avec une PEC au niveau de son œil droit, qui avait 8/10 de chaque côté. Donc, à l'OCT, on retrouvait une altération de son NFL et de son GCC au niveau de l'œil droit modéré, un œil gauche correct, une macula correcte, et puis sur plusieurs champs visuels, on voyait que au niveau de l'œil droit, il n'y avait pas d'atteinte campimétrique et qu'il n'y avait pas de dégradation, donc c'était quelque chose de stable. Au niveau de la biométrie, on avait une biométrie qui était bien reproductible, pas d'altération de la surface et des astigmatismes qui étaient cohérents en topographie. Donc on se retrouvait devant ce cas-là, un tableau écrit un peu différemment. Donc une neuropathie glaucomateuse, mais plutôt débutante et stable. Donc pourquoi pas de multifocaux, mais pourquoi pas un EDOF? Pourquoi pas un torique? À discuter après. Zonule fragile, donc là il faut quand même prévoir 2 implants, parce que si la zonule est fragile, ça va être une mauvaise indication, que ce soit au torique ou au ZOF. Et enfin, on va essayer de combiner le geste à un stent ou un hydrus. Il faut savoir que 6 chirurgies microtrabéculaires ne sont pas astigmatogènes, donc on va pouvoir se l'autoriser. Donc je suis partie avec l'idée de mettre éventuellement un EDOF torique ou bien un monofocal si jamais j'ai une zonule fragile.
Donc j'ai laissé le Rexiste en entier parce qu'on voit qu'il n'y a aucune fragilité zonulaire. Cette patiente elle a quand même 76 ans, donc je me dis que la zonule, elle va tenir le coup. Après, la chirurgie se passe sans problème. On avait quand même une cataracte assez dense. Et donc j'ai décidé d'implanter un ADOF, un VVT torique. Avant de placer mon implant, j'ai mis en place un drain hydrus pour traiter son problème d'hypertonie. Et puis, après, j'ai axé l'implant sur l'axe de l'astigmatisme. Pour l'autre côté, je n'avais pas de contre-indication à mettre en place un implant multifocal. Donc, pour essayer de gagner sur la vision de près, j'ai décidé de partir sur un implant trifocal. J'ai laissé le Rexiste pour montrer que la zonule, il n'y avait pas eu de surprise, il n'y avait pas de PEC de ce côté-là, et mis en place un implant multifocal torique. Et en post-opératoire, pas de surprise, à droite, elle a 10 dixièmes plutôt P3 éclairé, à gauche, elle a 10 dixièmes P2, et en binoculaire, elle a un 10 dixième P2. Elle ne se plaint pas de halo, malgré le fait d'avoir 2 implants différents. Et puis, elle a un tonus qui a été bien normalisé par l'hydrus. Voilà. Merci Diane. Merci Diane. Donc en synthèse, avant de passer à la partie suivante, eh bien voilà, l'EDOF, vous avez compris, peut ouvrir le champ de la possibilité réfractive pour un peu plus de patients que ceux qui seraient éligibles à la multifocalité, dont aujourd'hui les indications sont bien précisées et sont bien connues. L'EDOF, donc ça franchit un petit peu de ses limites, mais il y a quand même des limites qui sont à connaître si on veut rester raisonnable et si on veut rester prédictible. Et puis l'EDOF est un implant efficace sur la vision intermédiaire et peut être utilisé dans d'autres circonstances, notamment peut-être associé à un implant multifocal. Et là, c'est la bataille.